choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Donc, d'évolution magnifique image jaune et un petit récapitulatif. Donc, dans cette partie, nous allons suivre l'argumentaire de Patel Patriot qui répond aux questions suivantes. Quand est-ce que les militaires sont passés de la planification à la mise en œuvre de la dévolution ? Puis Patel Patriot nous amène dans la deuxième partie de cet exposé à découvrir les Combatant Command, qui sont des grosses structures organisationnelles de l'armée américaine. Et il nous décrit comment ces COCOM, qui est un diminutif pour Combatant Command, pourraient être des outils majeurs dans l'application de la dévolution. Et donc on commence tout de suite, slide 3, avec quand la dévolution a-t-elle commencé ? On commence avec la piste Scavino. Donc vous connaissez ce monsieur, c'est Dan Scavino. Alors de manière générale, quand il y a des liens, des références ou des choses comme ça, vous avez le lien en bas de la fenêtre comme ça qui est cliquable. Et voilà, c'est une version raccourcie pour que ça ne prenne pas toute la fenêtre. Donc la piste Scavino. Donc lui c'est Dan Scavino et Dan Scavino, il était dans l'équipe de Trump. Il était responsable des médias et des médias sociaux et tout ça. Donc en gros, c'était le responsable Twitter. On s'attendrait pas à ce que ce monsieur-là soit nécessairement une personne très impliquée dans les hauts échelons des plans du militaire et des choses comme ça. Et pourtant, on va voir cette chose-là. Donc, ce qu'on sait, ce que nous dit l'article qui est ici en lien, c'est que Scavino est un allié de longue date de Trump et qu'il a rencontré, qu'ils se connaissent depuis 1990. Ils ont travaillé longtemps ensemble. 1990, ça va faire 30 ans quand même. Donc, 31 ans. Ils ont travaillé ensemble de longue date et on peut estimer qu'il y a une relation de confiance entre les deux. Voilà, slide suivante. Slide numéro 5, on a une photo super intéressante qui a été postée par Dan Scavino sur son compte, je sais pas si c'est Instagram, je sais plus, ou Facebook ou quoi que ce soit, sur son compte de réseau social du 15 décembre 2020. Donc, là, rappelez-vous, on essaie de répondre à la question quand est-ce que la dévolution a commencé précisément. Et donc, un élément de réponse, c'est qu'il y a quelque part, débuts de dévolution qui se concentrent autour du 1er juin 2020 et du 15 décembre 2020. Donc là, 15 décembre 2020, Scavino nous publie cette photo, qui est pas une photo du jour même, mais qui est une photo qui date de octobre 2019, où ils font une réunion avec différentes personnes sur ISIS, Daesh, le terrorisme au Moyen-Orient. Vous avez 3 personnages. En rouge, vous avez Dan Scavino. En bleu turquoise, vous avez Kash Patel, qui est directeur principal de la direction du contre-terrorisme au Conseil national de sécurité des États-Unis. Donc à ce moment-là, il était ça. Et en vert, vous avez Chris Miller, qui est un des personnages centraux de la dévolution, qui revient systématiquement. Donc il faut vous habituer à qui c'est cette personne. On va en parler plus en détail vendredi de Chris Miller. Mais donc Chris Miller, qui est conseiller en matière de lutte contre le terrorisme au sein du Conseil national de sécurité des États-Unis. Et déjà, on peut se poser la question, comment ça se fait qu'il y ait une réunion qui parle en gros de terrorisme avec des responsables du contre-terrorisme et le responsable Twitter, Instagram du président? Comment ça se fait? Première question à se poser. Du coup, là, on commence à avoir ce début d'idée qui est peut-être que Dan Scavino, il n'est pas juste un responsable Twitter et qu'il a beaucoup à faire. Et quand on parle de communication, pour Trump, ok, c'est Twitter qui avait une importance majeure. C'était les réseaux sociaux, mais c'est aussi, comme vous le savez, Q, quoi. Q, les messages de Q, qui sont passés par là. Et à mon avis, c'est qui n'engage que moi, Scavino est une des personnes, un des civils qui est impliqué dans toute l'opération Q à très très haut niveau. On continue, slide 6. 15 décembre 2020, une autre photo intéressante. Qu'est-ce qui est donc une autre photo intéressante du bureau ovale. Donc on se rend compte que c'est pas une photo de décembre. Pourquoi je dis ça? Parce que derrière, dans le bureau ovale, on se rend compte que les arbres sont verts, ils ont toutes leurs feuilles. À Washington, en décembre, les arbres ne sont pas verts, ils ont pas toutes leurs feuilles. Donc déjà, on sait que c'est pas une photo qui date du jour, de cette période-là. Et le commentaire est très intéressant. Il nous dit, Scavino, moment historique dans le bureau ovale. J'expliquerai ce que c'était un de ces jours quand je pourrai. Et là, du coup, la question qui se pose, que pose Patel Patriot, donc le rédacteur des articles de dévolution, quel moment plus historique pourrait-il y avoir que celui où la fraude électorale a été exposée? Donc là, 15 décembre 2020, on est un mois, 5 semaines après le 3 novembre, donc l'élection a eu lieu, les résultats ont été dépouillés, tous les républicains qui pensaient gagner sont un petit peu sur les genoux parce qu'ils disent quoi, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, c'est un petit peu ça le contexte, rappelez-vous. On continue la piste Scavino. Donc, en fouillant un petit peu, qu'est-ce qu'il a trouvé, Patel Patriot? Il a trouvé cette autre photo d'un autre tweet qui date
du 1er juin 2020. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Le président Donald Trump accompagné du blablabla. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est la date, le 1er juin 2020. Et donc, quand on compare ces deux photos, quand on les met côte à côte, on se rend compte, en gros, que ce sont deux angles de vue différents d'un même moment. Donc là, je vous ai mis des carrés qui correspondent, où on voit les personnages assis dans des positions similaires, les chaises qui sont positionnées pareil, sur le bureau, sur les meubles, il y a les mêmes choses, les papiers sont disposés de la même manière. Donc là, ce que j'essaie de vous montrer ici, donc je vous laisserai regarder les photos plus en détail, c'est que ces deux photos ont été prises le même jour. Et donc, une des photos, c'est qui a été accompagnée. On sait que la photo date du 1er juin. En tout cas, on fait l'hypothèse que la photo date du 1er juin. Et elle a été repostée le 15 décembre par Scavino avec ce commentaire « moment historique, truc de dingue ». Donc, c'est un petit peu ça. Enfin, les questions qu'on va se poser pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Petite précision que j'aurais dû faire au début, c'est il y a des parties qui sont très factuelles dans la dévolution, il y a des parties qui sont très au niveau des hypothèses. Là, on est dans une partie au niveau des hypothèses. On regarde des choses, on connecte des points et on se dit le dessin que ça dessine est cohérent. Donc c'est pas des hard proof là, des preuves très genre j'ai plus le mot. Comment on dit des preuves des preuves flagrantes, on va dire. Voilà, c'est ça. Et donc maintenant on va parler de ces deux dates, 1er juin, 15 décembre. 1er juin 2020, il s'est passé beaucoup de choses. Rappelez-vous, le 1er juin 2020, c'est le jour où cette photo a été prise et tout le chaos qu'il y a eu autour de cette photo et de cette journée. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Petit retour en arrière. Trump a demandé au gouverneur de retirer la garde nationale et menace de mobiliser toutes les forces fédérales disponibles, civiles et militaires, pour mettre fin aux manifestations violentes. J'aurais peut-être dû le rajouter, là on parle des manifestations violentes, évidemment, de l'été 2020. Black Lives Matter, qui ont suivi le décès de George Floyd, la mort de George Floyd, qui ont, Antifa et compagnie. Donc voilà, on en a beaucoup parlé, vous savez de quoi on parle. Donc là, on est dans cette journée-là. À ce moment-là, il avait fait ces menaces, là, c'est Trump, genre on va retirer la garde nationale et on va déployer toutes les forces civiles et militaires pour mettre fin à tout ça. Ensuite, il fait une visite surprise à l'église de St. John's. Quelques heures après la photo de l'église de St. John, ça c'est important, il y a l'avion espion du FBI commence à surveiller les manifestations à Washington. On va reparler un peu de cet avion plus tard. Peu avant 22 heures, quelques heures après que la police fédérale a utilisé des gaz lacrymogènes et des matraques pour faire évacuer les manifestants de l'avant de la Maison Blanche pour la séance photo, un jet Cessna Citation a décollé de l'aéroport général de Manassas en Virginie. Bon, pourquoi on parle de ça ? C'est la partie importante. Jusqu'à environ 1h30 du matin, l'avion spécial dont on parle, a volé dans un rayon de 11 km autour du centre de Washington DC, surveillant les protestations selon les enregistrements de suivi de vol. Donc en gros, il a tourné comme ça là pendant des heures et des heures et des heures autour de Washington. Qu'est-ce qu'il a de particulier cet avion ? C'est un avion espion unique en son genre, exploité par le FBI, équipé de caméras sophistiquées, permettant une surveillance vidéo permanente à longue portée, de jour comme de nuit. Il a réitéré son survol de la ville de fin de soirée, quand les manifestations se sont poursuivies les 2 nuits suivantes, et a effectué un vol plus court le 6 juin. Bon, en gros, le 1er juin, il y a les grosses annonces tonitruantes de Trump, et on a cet avion cet avion espion du FBI qui commence à patrouiller. Là où qu'est-ce qu'il y a à regarder en dessous là ? Qu'est-ce qu'il regarde l'avion manifestement ? Il regarde les manifestations, il regarde Antifa, il regarde BLM, il regarde les violences qui sont faites. Et il est bien possible, d'ailleurs, je vais pas vérifier ça, mais que l'avion qui avait filmé le truc de Kyle Rittenhouse soit celui-là. Voilà. Petite parenthèse, on en parle plus. Donc slide suivante. Donc là on est à la slide 10. Donc, les militaires, donc ça c'est Patel Patriot qui le dit, savaient avant le 1er juin que des acteurs étrangers étaient impliqués dans ces émeutes. Donc ça, on en a discuté, étaient impliqués dans ces émeutes. Mais ils ne se sont pas impliqués dans la surveillance active, pas publiquement en tout cas, jusqu'à ce que les gouvernements des villes et des États aient manqué à leur devoir de protéger les citoyens de leurs États. On se rappelle ce qui s'était passé. Les villes ont rien fait, la police a rien fait, on laissait le chaos se mettre en place dans les villes étaient brûlées, étaient mises à feu et à sang, et Trump disait, moi je peux vous envoyer la garde nationale, vous avez juste à demander. Là où ça a été envoyé, ça a été nettoyé en 3 heures, c'était fini, il y avait plus de problème. Mais il y a plein de villes où ça n'a pas été fait. Donc, qu'est-ce qu'ils ont constaté, les militaires ? Voilà, les gens qui sont supposés protéger la population ne protègent pas la population. Du coup, il faut que nous, militaires, nous passions à l'action. Ça, c'est l'hypothèse sur laquelle on travaille. Du coup, la conclusion de Patel Patriot, le 1er juin 2020, et la date à laquelle les militaires ont commencé à s'impliquer activement dans l'enquête sur les Antifa. Là, je rajoute une note personnelle, parce que moi, je vous décris ce qu'il raconte Patel dans ses articles, parce qu'il a beaucoup travaillé. Mais là, comment le lien est-il fait entre l'avion espion du FBI et les militaires ? Ça, c'est une question que moi, j'aurais pour lui. Pour l'instant, la réponse est en suspens. Ça enlève rien à la pertinence du raisonnement, je pense.
1er juin 2020, on a aussi des deltas des drops de Q qui sont assez intéressants. Donc là, ces deux-là ne datent pas du 1er, mais du 2 juin 2020. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans celui-là à gauche, là 43-85, on nous dit la cartographie d'Antifa a commencé il y a longtemps déjà. Donc c'est un vieux truc qui est remis au goût du jour, mais en tout cas, on nous parle de cartographie d'Antifa, juste le lendemain du jour où il y a l'avion qui va cartographier Antifa. Et alors ça c'est un delta, non c'est pas un delta, c'est aussi un truc du 2 juin 2020, mais qui nous met le drop numéro 26, qui lui est un vieux drop qui date de 2017, et qui nous dit, pensez-y logiquement, les militaires c'est la seule solution. Donc ça correspond vraiment un petit peu à tout ce qu'on vient de dire en fait, les deux drops de Q. Et enfin Trump qui tweet aussi, enfin Q qui reposte ce tweet qui date d'ailleurs du 1er janvier 2020 qui dit 3 novembre. Donc le 1er janvier 2020, et Trump fait référence au 3 novembre. Genre c'est comme s'il nous faisait un clin d'œil, le 3 novembre il va se passer des choses qui sont en connexion avec ça, et le ça dont on parle c'est quoi? C'est les émeutes d'Antifa et le vol de l'élection. Donc voilà, des points qui se connectent et qui donnent quand même quelque chose. Mais on continue, et puis vous verrez si vous êtes convaincu ou pas par ce dessin. Donc on avait dit, il y avait ce qui s'est passé le 1er juin, il y a aussi ce qui s'est passé le 15 décembre, ou plus précisément quelques jours autour de la date du 15 décembre. Et on commence avec ce tweet-là de John Ratcliffe. Juste pour vous dire, Nico, Léo, moi je regarde pas l'écran, donc si vous voulez me couper la parole, levez pas le doigt parce que je vous vois pas, ok ? Ok. John Ratcliffe, donc vous savez qui c'est, John Ratcliffe, hein, c'est le directeur du renseignement national, voilà, de personne qui chapeaute les 17 ou 18 agences de renseignement américaines. Donc c'est quelqu'un qui a accès à de l'information de très 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 haut niveau. Et là, il nous raconte sa vie, il nous dit que en gros, il va en voyage avec le président Trump, ça c'est la partie importante, pour un match de foot de l'armée, quelque chose comme ça. L'important, c'est que Ratcliffe a passé du temps avec Trump le 12 décembre. Le lendemain, 13 décembre, on a Trump qui nous fait ce long pavé où il parle de la fraude électorale. Les swing states qui ont constaté des fraudes massives de votants, c'est-à-dire tous, ne peuvent pas certifier légalement ces votes comme complets et corrects sans commettre un crime sévèrement punissable. Je vous laisse le lire, hein, parce qu'en gros, il faut passer à la slide suivante, c'est ça? Là, on a la slide 13, là. On a la slide 13. Voilà, donc là, il y a un gros pavé, je vous le dis très rapidement, ces votes comme complets sans commettre un crime sévèrement punissable. Tout le monde sait que les personnes décédées, les personnes n'ayant pas l'âge requis, les immigrants illégaux, les fausses signatures, les prisonniers et bien d'autres ont voté illégalement. Par ailleurs, des pannes de machines, un autre mot pour fraude, des récoltes de bulletins, des électeurs non résidents, de faux bulletins, des bourrages d'urnes, des votes contre rémunération, des observateurs républicains malmenés, parfois même plus de votes que de personnes votant ont eu lieu à Détroit, Philadelphie, Milwaukee, Atlanta, Pittsburgh et ailleurs. Dans tous les cas de swing state, il y a beaucoup plus de votes que nécessaire pour gagner l'État et l'élection elle-même. Par conséquent, les votes ne peuvent pas être certifiés. Cette élection est contestée. Donc, le 12 décembre, il rencontre Ratcliffe. Donc, Trump rencontre Ratcliffe. Et le 13 décembre, alors oui, il avait déjà beaucoup parlé de fraude électorale dans le passé, mais là, il a carrément monté d'une coche ou deux le niveau des attaques. Là, il pointe du doigt, il montre, il donne la liste de tous les problèmes et tout ça. Là, on est quelques semaines après l'élection. Donc, qu'est-ce que c'est les hypothèses? Où est-ce qu'on essaie de vous amener avec ça? Donc, hypothèse de Patel Patriote, toujours. Ratcliffe a présenté à Trump le 12 décembre un rapport montrant deux choses. 1. La Chine a interféré dans l'élection. 2. La communauté du renseignement a couvert l'affaire. Donc on se rappelle que le 7 janvier 2000, rappelons-nous de l'avis personnel de Ratcliffe sur le rapport, remis par la communauté du renseignement sur la fraude électorale le 7 janvier 2021. Donc ça, on en a parlé dans Dévolution. Ok, ça j'ai oublié de... Si je peux me permettre une petite remarque, tant que tu retrouves le fil, John Ratcliffe il s'est rendu au match de la marine contre l'armée américaine. Donc l'armée de terre, et je crois que cette célèbre image où il y a comme tous les marines qui sautent, il y a Trump sur le terrain, ils viennent justement de cet événement-là, si je ne m'abuse. C'est possible, voilà. Si c'est le cas, je n'ai pas l'information. Voilà, et sur le plan symbolique aussi, ça éveille l'imagination, dans le sens où ça peut être une espèce de cérémonie où l'armée de terre aussi bien que l'armée sur mer reconnaissent Trump comme étant toujours président. C'est ma théorie personnelle. Voilà. J'ai une théorie qui pourrait se tenir. Si jamais t'es sûr de ton coup sur la date, ça pourrait carrément être le cas. Donc, ok, il nous reste 6 minutes pour terminer cette partie. Donc,
qu'est-ce qui se passe? Ça, on en a déjà parlé dans le dernier épisode de Dévolution. On se rappelle que le lendemain de l'inauguration, Radcliffe a rendu un rapport suite à l'ordre exécutif blablabla sur la fraude électorale. Et voilà. Et il a donné son avis personnel en disant, bon, ce qui a marqué dans le rapport, c'est-à-dire circuler, il y a rien à voir. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je pense qu'il y a un vrai problème avec la Chine dans l'ingérence électorale de cette élection qui s'est passée. Quelques jours plus tôt, donc le 3 décembre, Radcliffe publiait cet article qui est ici, dont vous avez le lien là. Dans le Wall Street Journal, la Chine est la menace numéro 1 pour la sécurité nationale. Ok, on est dans le slide 15. Hey, j'ai même de l'avance un peu sur mon timing, c'est cool. Conclusion de Patel Patriote. Donc c'est ce que lui conclut et ce avec quoi je suis quand même assez d'accord. Il ne fait guère de doute dans mon esprit qu'avec les capacités technologiques employées par la Space Force des États-Unis, les militaires, ont vu l'ingérence étrangère au moment où elle se produisait. Ils étaient prêts à agir si nécessaire, mais ils ont attendu que le processus constitutionnel se déroule et ont donné à la communauté du renseignement une chance de faire son travail. Donc là, c'est moi qui parle. Chance qu'elle a pas prise, parce que quand ils ont fait leur travail et rendu leur rapport, ils ont dit non, il y a aucun problème. Donc une chance de faire leur travail, comme l'exige l'ordre exécutif 13848. Les militaires ont attendu jusqu'à ce qu'il soit évident que la communauté du renseignement allait permettre que l'élection soit volée et qu'ils aient manqué à leur devoir de protéger les citoyens de leurs États. Donc, citoyens de leurs États, c'est pendant les émeutes du 1er juin, et qu'ils attendaient que l'élection soit volée. Ça, c'est le rapport qu'ils ont rendu en janvier. Le 15 décembre 2020, le jour où les militaires sont placés de la planification de la dévolution à la mise en œuvre de la dévolution. Donc voilà, encore une fois, on en a les hypothèses. Alors, une question qui pourrait se poser, là j'en profite vu que j'ai encore quelques minutes. Donc on pourrait dire d'une certaine manière qu'on n'est pas passé pour des cons à ce point-là non plus le 20 janvier quand on a dit que nous sommes à une nouvelle phase du plan. Parce qu'on était déjà à ce moment-là, on va dire. Ah bah oui. C'est juste qu'on l'a dit un peu en retard, on aurait dû le dire genre le 15 décembre. Ouais, bah on serait passé pareil, hein, parce que tu sais, c'est comme Trump qui dit plein de trucs intelligents et puis qui passe pour un con juste parce que les médias lui disent non, et puis 2 ans et demi après, on se rend compte que ah bah oui, il avait raison. Ouais. Moi, c'est plutôt comme ça que je le perçois. Donc moi, ouais, vas-y, allez-y. Juste une petite précision. En fait, je suis un peu déconcentré parce que je vois les chiffres bouger comme ça. On me parle des bugs, etc. Et on avait un bug. Si vous avez des bugs, regardez depuis le site. Et juste changer de lien. Il semblerait que Rumble, pour l'instant, fonctionne mieux que tout le reste, en fait. Donc, voilà, je vois qu'il y a la moitié qui sont sur Rumble, c'est cool. C'est bien parce qu'en plus, on sera pas censuré là-bas. Donc, voilà. Okay. Pardon, Eddie. Bah là, il nous reste 3 minutes pour les questions sur cette première partie, si jamais vous en avez, les gars, ou peut-être. Bah, j'ai pas de questions. Pour moi, c'est très clair. Même si tu vas vite, en fait, j'arrive à suivre. Après, pour tous ceux qui n'arrivent pas à suivre, bah, vous pouvez re-regarder. Mais tout ce qui est dit est assez clair. T'es en train de décrire des choses qu'on a dit pendant toute l'année 2020 et le début de 2021, en fait. Tout à fait, c'est ça. Mais alors, c'est la connexion entre les points que moi, peut-être, il me manquait, que je suis content que Patel Patriote a fait un travail, mais non, mais les posts de Q nous avaient donné tout. À l'époque où on était à fond dans les analyses de posts de Q, on avait déjà tout, qu'ils ont les individus qui sont en train de creuser, de nettoyer, enfin, de voir de faire la cartographie des antifas, de préparer des choses derrière pour la surveillance et tout. Voilà. C'est maintenant, avec ce que tu dis là, on apprend quand c'est entré en place. Voilà. Donc, si je résume, Dan Scavino nous a donné l'indication sur le moment où il s'est passé quelque chose d'important dans la Maison Blanche, dans l'Office Ovale. On a défini que ce moment-là se situe autour du 1er juin. Autour du 1er juin, on a fait le parallèle avec les émeutes qui s'étaient nées partout dans les États-Unis à cause de l'affaire George Floyd. Cette affaire George Floyd, ces manifestations ont mis en danger la vie des citoyens et leur intégrité physique et les biens. Et que donc, du coup, c'est à ces moments de toute forte évidence qu'a été mis en place, ou du moins a été décidé la dévolution. Alors, il te manque un aspect. Là, tu as une partie. L'autre partie que tu n'as pas mentionnée, c'est la partie fraude électorale et ingérence électorale. Donc, la première partie, les citoyens ne sont pas protégés par les gens qui sont supposés les protéger. Bon, bah, ça, c'est la première partie que tu viens de résumer. Et la deuxième partie, les agences de renseignement sont supposées faire quelque chose contre la fraude électorale et ils ne l'ont pas fait. Donc la deuxième partie. Et c'est la conjonction de ces deux choses qui, selon l'exposé de Patel, nous a déclenché la dévolution en fait. D'accord. Yes. Ok. Donc on poursuit. Donc là maintenant on va parler de l'armée américaine.
Et on va commencer, slide 17, avec la doctrine interarmée. La doctrine interarmée présente les principes fondamentaux qui guident l'emploi des forces militaires américaines dans une action coordonnée et intègre vers un objectif commun. Si vous voulez la lire, elle est là, mais il y a un point qui nous intéresse. Que vous pouvez retrouver, vous avez la référence ici. Sécuriser la patrie. La sécurisation de la patrie américaine est la première priorité de la nation. Bon, jusqu'ici tout va bien. La patrie américaine est continuellement exposée à la possibilité de dommages de la part d'États, de groupes et d'individus hostiles. La nation doit être vigilante et se prémunir contre de telles menaces. La défense de la patrie est la plus haute. Alors ça c'est en jaune, hein, genre ça veut dire c'est important, donc on se concentre là-dessus. La défense de la patrie est la plus haute priorité du ministère de la Défense, l'objectif étant d'identifier et de vaincre les menaces aussi loin que possible de la patrie. Jusqu'ici tout va bien. La dissuasion et la coopération en matière de sécurité sont pertinentes pour la défense du territoire. Alors là, je vous ai mis entre parenthèses, c'est HD, Homeland Defense. Donc c'est un terme très spécifique qui se traduit par effectivement défense du territoire, mais c'est un terme extrêmement spécifique qui va revenir un peu plus loin dans l'exposition. Donc ce qu'on nous dit, c'est que la priorité numéro 1 de l'armée américaine, c'est HD, à savoir Homeland Defense. Ok, et constitue des défis de sécurité distincts. Ok, on se garde ça dans un coin de la tête et on enchaîne. Oui, alors, ok, alors attendez, avant de passer au slide 18, que je vous explique un petit peu tout ça. La dévolution, en gros, si on prend la vision de 40 000 km de distance, c'est les gens, les agences de renseignement, la justice et plein d'institutions sont corrompues, et donc du coup on ne peut pas aller au-delà, enfin contrebalancer cette corruption autrement qu'en faisant appel à l'armée. Problème, aux États-Unis, il y a une loi fondamentale, c'est que l'armée n'est pas supposée intervenir sur le sol américain pour régler des problèmes de sécurité intérieure ou des choses comme ça. Et donc ça, c'est la loi qui est décrite qui a un nom très compliqué qui s'appelle le Posse Comitatus Act, PCA pour faire plus court, mais qui en fait est très simple, hein. Donc la PCA, donc le Posse Comitatus Act, interdit l'utilisation de l'armée de terre et de l'armée de l'air des États-Unis et de l'armée. Ouais, ok, ça c'est encore Dipel qui m'a fait une traduction bizarre. Donc la PCA interdit l'utilisation de l'armée de l'air et des États-Unis pour participer à des opérations civiles de maintien de l'ordre sur le territoire national. La défense du territoire, donc là c'est la même défense du territoire, c'est HD, ok, c'est le même Homeland Defense, est une exception constitutionnelle au PCA. Et puis après derrière on nous raconte d'autres trucs. Mais en gros ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une loi. Ça, c'est le contre-argument principal des gens qui ne croient pas à la dévolution, c'est ça. Mais non, mais la dévolution, c'est pas possible parce qu'il y a le Posse Comitatus Act qui empêche les militaires d'intervenir sur le sol américain. Or, c'est marqué très spécifiquement que quand c'est dans le cadre de HD, donc Homeland Defense, la défense du territoire peut être une exception, donc, constitutionnelle au PCA. Ok. Donc on établit ainsi que la priorité de l'armée est la défense du territoire, l'utilisation de l'armée pour la défense du territoire est constitutionnelle et ne contrevient pas au Posse Comitatus Act. Donc ça c'est un élément très important. Ça c'est réglé. Maintenant, on parle de la chaîne de commandement américaine. Donc il est compliqué ce graphe, mais nous c'est pas tout le graphe qui nous intéresse. Donc là on est slide 19. C'est juste ce qui est en rouge, en trait rouge plein. Donc la chaîne de commandement, c'est-à-dire comment les ordres sont transmis depuis le président au terrain de combat, jusqu'au terrain de combat. Par quoi ça passe? Donc on a le président qui émet un ordre, ça va, vous voyez le gros trait rouge plein, jusqu'au secrétaire de défense, puis après on va jusqu'au CCDR. Donc les CCDR c'est pour les Combat Commanders, on va y revenir, c'est des gens en fait, c'est des généraux 4 étoiles, on en parle un tout petit peu plus loin. Et donc les CCDR, les Combat Commanders, sont les personnes qui chapeautent et qui donnent les ordres aux fameux Combatant Command, les COCOM, qui sont au centre de l'exposé qu'on est en train de nous faire. Et qu'est-ce que c'est l'objectif de cette branche? Qu'est-ce que c'est leur rôle? C'est l'usage de la force. Ou des forces. Je ne sais pas comment on peut traduire ça. En gros, l'usage de l'armée. C'est eux qui vont sur le terrain pour faire ce qu'il y a à faire et pour résoudre les problèmes. Ok? Donc maintenant, on enchaîne au fameux Combatant Command. Un article très intéressant, puis très facile à lire du National Interest, qui nous dit, qui nous pose la question, qu'est-ce que c'est un Combatant Command? Donc, je vous ai mis un petit bout qui est intéressant, également connu sous le nom de commandement unifié de combattants, ou COCOM. Ces commandements constituent l'échelon le plus élevé possible du commandement militaire. Rien que ça. Chacun des 11 COCOM est dirigé par un officier général 4 étoiles connu sous le nom de commandant des combattants ou CCDR. Donc c'est ce que je vous disais à l'instant. Chaque commandant de COCOM répond directement au secrétaire de la Défense. Alors question, qui est le secrétaire de la Défense depuis juste après l'élection? C'est Chris Muller. Chris Miller, c'est bien, le même dont on parle depuis le début et qui est au centre de toute la dévolution. Chaque COCOM existe en tant qu'ultime responsable sur le terrain.
c'est-à-dire pas à la Maison-Blanche ni au Pentagone. Alors moi, ce que je comprends de cette partie-là, c'est que la Maison-Blanche et le Pentagone peuvent être amenés à dire des choses. Ok, c'est ça qu'il faut faire. Au final, celui qui décide, c'est le CCDR, hein, donc bon bref, vous savez, hein, le général à la tête du COCOM, et c'est le COCOM qui applique. Donc en fait, même si, alors faut pas voir ça dans la situation à l'époque où on était à l'époque où on avait Trump qui était le président, parce qu'à ce moment-là, Trump, la Maison Blanche, le Pentagone étaient quand même bien alignés. Mais maintenant qu'on est dans cette espèce de fake administration Biden, avec le Pentagone, il y en a une moitié qui est corrompue, la Maison Blanche, tout ça, on se dit qu'en fait, c'est qui va prendre les décisions? C'est les CCDR. Et donc la question qui se pose du coup, mais alors c'est qui ces personnes? Il y a 11 personnes, c'est qui ces personnes? Dans quel camp sont-elles? On va voir ça. Voilà. Alors juste je termine parce qu'il y a un dernier point. Donc chaque COCOM existe en tant qu'ultime responsable sur le terrain du commandement et du contrôle de toutes les unités, de tous les services partout sur la planète ou au-dessus, parce qu'il y a aussi l'espace, en temps de paix, en temps de guerre et dans le cadre d'opérations de contingence. On va y revenir sur les opérations de contingence. Et donc là, slide 21, on a cette carte qui nous décrit les différents COCOM. Il y en a 11, on vous en a dit. Donc il y en a 7 qui sont des COCOM géographiques. Donc vous les avez là dessinés sur la carte, hein, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique, Europe. Donc Europe qui englobe aussi notamment toute la Russie. US Central Command là pour tout ce qui est Moyen-Orient et US Indo-Pacific Command. Donc ça c'est les 7 géographiques. On en a 4 autres qui sont on appelle fonctionnels, à savoir opération spéciale, transport, commande, stratégie. Enfin, ouais, ce sont 7, c'est ça? 7, oui, là-haut. Ah oui, non, il manque la Space Force aussi, que je vous ai pas dit, pardon. Non, mais moi, le numéro 7, par rapport à cette histoire de bête et tout ça, ça a fait genre ping! Ok, mais tu fais bien parce que du coup, j'en avais nommé que 6 et le 7e, vous l'avez sur le côté de l'écran, c'est aussi le US Space Command, qui n'est pas la même chose que la Space Force, ok? On y revient. Et le Cyber Command. Voilà. Et donc maintenant, qui est à la tête? Qui sont les CCDR qui contrôlent ces gens-là? Je vous les ai mis dans les deux slides, les 22 et 23. Donc vous avez le nom du bonhomme, sa photo et la date à laquelle il est entré en fonction. Et pourquoi c'est pertinent cette date? C'est parce qu'ils sont tous rentrés en fonction pendant le mandat Trump. Tous, sauf un. C'est celui que j'ai mis en rouge là, comme ça là. C'est l'amiral John Aquilino. Ok, donc là, si on va à la slide 23, on voit les COCOM fonctionnels. Hein, on voit que d'ailleurs il y a Monsieur Nakasone que vous aimez bien et dont on va reparler un peu plus tard. Donc du coup, Aquilino, mais c'est un problème parce que Aquilino, si on revient à la slide 21, il est chef du COCOM US Indo-Pacifique qui englobe notamment la Chine. Donc la Chine, c'est quand même un gros morceau dans toute cette histoire. Donc est-ce qu'on a un problème avec Aquilino? Donc ça, c'est la question qui tout de suite il faut se poser. Et donc là, on va jusqu'à la slide 24. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'effectivement, Aquilino a été nommé en avril 2021, donc sous l'administration Biden. Et on a cet article-là que je vous ai mis en dessous et dont on vous avait parlé chez les décodeurs, hein, Biden au command. Ah bon, vous l'avez mis, je le traduis quand il était sorti. On apprend qu'un des premiers trucs qu'il fait quand il rentre au commande, Aquilino, c'est de nommer au commandement de l'armée américaine du Pacifique, le Charles Flynn, qui est juste le frère du général Mike Flynn. Ah, étonnant ça. Oui, ils auraient pu prendre un autre général patriote qui s'appelait pas Flynn, ça aurait été moins flagrant. Mais là, ils ont pris le frère du général Flynn, qui, de ma conviction personnelle, peut-être que je me trompe, mais de ma conviction de ce que j'ai lu, du peu de recherche que j'ai fait sur lui, est clairement du camp des patriotes. Donc, du coup, moi, j'interprète ça comme vraiment un gros clin d'œil. Du genre, les gars, vous inquiétez pas, Aquilino, c'est Biden qui l'a mis là, mais en fait, c'est moi qui l'ai mis là. Et donc ça, entre parenthèses, ça double confirme la théorie mise en place par Alexis que, nous, on reprend quand même pas mal à notre compte aussi chez les décodeurs, à savoir qu'en fait, Biden n'est pas dans la main de Obama et du Deep State, mais qu'il est bien dans la main de Trump. Si je peux me permettre une petite remarque, l'historique des guerres américaines états-uniennes, ça a toujours commencé par un espèce de false flag. Enfin, du moins la plupart, on a eu des scandales de la baie de Tonkin et toutes ces choses-là, la baie des cochons. Et en fait, avoir quelqu'un qui est aux commandes dans l'Indo-Pacifique maintenant, ça peut prévenir en fait de déclencher, on va dire, une opération sous faux drapeau afin de provoquer une guerre ouverte. Voilà. Très juste. Et d'ailleurs, un des premiers drops de Q, un des préférés de Léo, d'ailleurs, c'est pourquoi est-ce qu'il y a 4 porte-avions qui sont stationnés dans le Pacifique, dans cette région-là, notamment. Enfin, il donne un élément de réponse aussi. C'est pour empêcher que ce que tu viens de mentionner, en fait, quelque part, Nico. Il nous reste 10 minutes.
Puisqu'on parle de Nico, je lis son commentaire Nico qui dit n'a qu'à sonner pour entrer. Et on peut continuer. Tu fais bien d'évacuer ça de ton système parce qu'après sinon ça se cumule et c'est pas bon. Je peux pas, je dors mal après. Donc Aquilino, commandant du commandement Indo-Pacifique des États-Unis, a présidé la cérémonie et a souligné l'importance de ce commandement. Donc non seulement il a nommé Charles Flynn, mais en plus il lui a passé la pommade en disant c'est vachement important, ouh là là c'est très très important. Donc on enchaîne, slide 25. Là oui, on avait parlé tout à l'heure là d'opération de contingence. Donc je savais pas ce que c'était, je suis allé chercher. Et donc on trouve le terme opération de contingence signifie une opération militaire qui, alors là il y a un petit A et un petit B, je vous ai traduit que le petit A parce que c'est celui-là qui m'intéresse, donc qui est désigné par le secrétaire à la défense, Chris Miller, comme une opération dans laquelle les membres des forces armées sont ou peuvent être impliqués dans des actions, opérations ou hostilités militaires contre un ennemi des États-Unis ou contre la force militaire adverse. Donc juste ici, les COCOM, Chris Miller, les opérations de contingence, tout ça, ça s'imbrique, mais comme les pièces d'un puzzle. Et moi, de mon point de vue, je veux dire, qui n'engage que moi, ça fonctionne vraiment bien, en fait. Le dessin qui se dessine, enfin, ce qui se dessine est très clair. Mais je vais en rajouter une petite couche quand même, parce que voilà. Mais pour tous ceux qui ont perdu un peu le film, parce que j'ai vu un commentaire comme ça, en concernant les COCOM et les CCDR. Les CCDR, excuse-moi. Donc du coup, en fait, eux, ils sont directement sous le commandement du président et de secrétaire, enfin de Chris Miller, en fait. Secrétaire de la France. Enfin, c'est plus Chris Miller, évidemment, mais donc on a, président, secrétaire de la défense, et derrière on a les CCDR, donc les 11 généraux, qui chaque général a son COCOM à lui, qu'il manage comme un général. Je sais pas exactement ce que ça implique. Et on est en train de répondre à un paquet de questions de Q, dont j'ai l'impression que ce truc d'évolution, en fait, c'est un résumé des questions que Q a posées, que quelqu'un a pris le temps pour y répondre, parce que là il y a beaucoup de questions qui Q posait au niveau de la chaîne de commandes, etc. Et là, à mon avis, si on relit les posts de Q après avoir dit tout ça, quand on aura fini d'évolution, tu vois, à mon avis, on sera là, et du coup on se rendra compte qu'en fait c'est en train d'être fait. La dévolution est en cours, la chute de l'état profond est en cours, avec tout ce que ça va déclencher par la suite. Donc tout va bien. Allons-y. Tout va bien, je suis complètement d'accord. Donc là, les slides qui jusqu'à la conclusion, c'est juste, donc j'ai appelé ça les preuves indirectes de l'ingérence étrangère. En gros, pour vous donner un petit peu le concept, voilà, Trump savait qu'il y aurait que les élections, il y aurait une tentative de vol des élections. Pourquoi il le savait? Parce qu'il a crié sur Twitter, mais genre des quantités de fois avant l'élection. Donc ça, on le sait. Donc là, de deux choses l'une. Soit il fait quelque chose, soit il fait rien. Ok? Nous, on pense qu'il a fait quelque chose. C'est toute l'idée qu'il y a derrière la dévolution. Même si on a l'impression qu'il a rien fait, qu'il est parti, qu'il est plus président, nous, on pense derrière, non, il y a autre chose qui se passe. Et donc, pour converger là-dessus, il y a un certain nombre d'éléments qui vont dans ce sens-là, que je vais vous énumérer de manière chronologique pour que vous puissiez vous faire votre idée. Est-ce que je suis convaincu ou pas que, effectivement, Trump le savait et Trump a mis en place tellement de choses que c'est impossible qu'il soit juste parti comme ça et qu'il ait rien fait. Donc, je vais aller un peu vite, vous pouvez creuser en cliquant sur tous les liens. 8 mai 2018, l'armée a pris une initiative essentielle pour la défense des élections américaines en élevant le Cybercom au rang de COCOM, finalement. Ok ? Alors, petite pause ici, on parle beaucoup de la Space Force, notamment Alexis parle beaucoup de la Space Force qui aurait récupéré les paquets de données et qui pourrait prouver la fraude électorale sur le plan électronique. Alors oui, la Space Force, je suis convaincu qu'elle a son rôle à jouer, mais je pense qu'elle est pas toute seule. À mon avis, c'est un triptyque entre Space Force, Cybercom et la NSA. Donc vous allez voir pourquoi je pense ça. Donc le commandant du COCOM, du Cyber Command, est le général Nakasone, qui est également chef de la NSA. Donc déjà, il y a des éléments de réponse ici. C'est le même bonhomme, Nakasone, qui est sur le Cyber Command et qui est chef de la NSA. Et qui répond maintenant directement à qui? Au secrétaire de la Défense, donc à Chris Miller. Donc là, c'est sous le mandat Trump. 18 juin 2018, le président Trump ordonne au département de la Défense de commencer immédiatement le processus visant à établir la Space Force comme 6e branche des armées, des forces armées. 23 juillet, Nakasone a confirmé qu'il avait mis en place une task force pour contrer les cybermenaces russes contre les États-Unis. Il me semble que ça s'appelle le petit groupe, ce truc-là. Je vous le mentionne parce qu'on y revient un peu plus tard. Donc, il dit quoi, c'est le groupe de travail. Ouais. Nakasone, il nous dit quoi? Une cyberattaque d'un autre gouvernement sur une infrastructure critique américaine franchirait le seuil de la guerre et nous y répondrions certainement. Et pour rappel, on l'a déjà vu dans un article précédent de Dévolution, depuis 2017, les infrastructures électorales sont sur la liste des infrastructures critiques. Donc en gros,
Nakasone, chef de Cyber Command, chef de la NSA, qui nous dit si jamais quelqu'un s'attaque à nos élections, il y aura une réponse. Donc, et qu'on surveille vraiment attentivement nos élections. Et ça me fait penser à tout ce qu'il a fait Mike Lindell très très rapidement avec son Cyber-Symposium, où il devait justement démontrer les c'était quoi le nom exact de ces choses-là? Les pick-up, les paquets de capture. Ouais, les paquets de capture. Donc les paquets d'informations qui avaient été capturés, effectivement. Donc je sais pas si ça a foiré. Je sais pas si ça a foiré volontairement, que c'était juste pour mettre l'idée dans la tête des gens, ou s'il y a vraiment eu un problème et que ça s'est pas passé comme prévu. Je sais pas. Moi, pour l'instant, j'ai pas de réponse à apporter à cette question-là. C'est bon, je continue. Oui. Ok. 16 août 2018, le Wall Street Journal a publié un article intitulé Trump cherchant à assouplir les règles sur les cyberattaques américaines renverse la directive Obama. Donc il y a une directive qui s'appelle la directive PPD-20 et donc en fait elle était compliquée et Trump il a dit tiens on va la simplifier. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vous ai pris un petit bout. Trump a annulé un mémorandum de l'ère Obama qui dictait comment et quand le gouvernement américain pouvait déployer des cyberarmes contre ses adversaires dans le but d'assouplir les restrictions sur ce type d'opération. Parce que manifestement, il y avait beaucoup de restrictions sur ce type d'opération, selon les personnes au fait de la situation. Ce changement a été décrit comme un pas en avant offensif par un responsable de l'administration informé de la décision qui vise à soutenir les opérations militaires, à décourager l'influence des élections étrangères et à contrecarrer le vol de propriété intellectuelle en répondant à ces menaces par des réponses plus énergiques. Un ancien haut fonctionnaire américain ayant travaillé sur les questions de cybersécurité a déclaré que l'on craignait également que la décision de monsieur Trump accorde aux militaires une nouvelle autorité qui pourrait leur permettre d'avoir une mission intérieure. Donc là, on reboucle avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le Posse Comitatus Act, le fait qu'ils n'ont pas le droit de le faire, mais qu'en fait, si dans certaines circonstances, l'armée a le droit d'interagir sur le sol intérieur. Donc en résumé, qu'est-ce qu'il dit ici? Il y avait Obama qui avait mis tout un tas de restrictions pour pouvoir déployer des armes, des cyber-armes contre un ennemi. Probablement parce qu'il voulait empêcher que ça se fasse, et notamment ça impliquait beaucoup d'agences de renseignement dont on sait que certaines d'entre elles sont corrompues. Donc quand c'était des choses qui allaient dans le sens du deep state, c'est bon, cyberattaque dans tous les sens, il y a pas de problème. Par contre, comme c'est comme maintenant, on va aller pointer du doigt la Chine parce qu'ils ont mis leur nez dans nos élections, là tu peux compter sur le fait qu'il y aurait beaucoup de corrompus qui auraient dit non, on va mettre des bâtons dans les roues. Donc ces barrières, ces obstacles potentiels, Trump il les a enlevés avec cette directive PPD-20. Cette révision de la directive PPD-20. Et on a une super confirmation super bizarre de la part du CFR, qui est le Council on Foreign Relations, qui a un nom qui a l'air super ennuyeux comme ça, mais en fait c'est un groupe extrêmement important. En gros, si vous étudiez un peu le mondialisme, vous savez que les trois principales instances du mondialisme, enfin en tout cas c'est ce qui se raconte, c'est c'est Bilderberg, la trilatérale et le CFR, donc Council of Foreign Relations. Donc c'est un groupe qui a une influence énorme sur la géopolitique du monde. Ok, et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils se prononcent là-dessus, sur la modification que Trump a fait sur le PPD-20. La logique derrière la révision signalée était que le commandement du Cyber Command devrait avoir une autorité pour prendre des mesures comparables à celles des autres COCOM. Pour les détracteurs des révisions du PPD-20, le risque que la dévolution de l'autorité au commandant de combat génère une pression potentielle d'escalade est important. Et là, si vous allez dans l'article original, le mot qui est utilisé ici, c'est le mot devolving, qui vient du verbe dont est tiré le mot dévolution. C'est exactement le même mot qu'ils ont employé ici pour parler de ça. Donc en fait, le CFR, qui n'est pas une petite, enfin qui a un pion majeur en gros, quand ils disent ça, c'est pas pour rien. Et ils parlent de quoi? Ils parlent de dévolution et ils parlent que ça pourrait. Bon, alors après ils disent que ça peut être un gros problème évidemment parce que le CFR ne veut pas ça. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant comme positionnement. CFR, Commission trilatérale Bilderberg, c'est un petit peu, les trois... C'était la grosse trinité du Deep State, en fait, dans les années 90, 2000, et avant, et un peu avant. Mais vu que c'était la plupart du temps, juste pour faire une brève parenthèse, la plupart du temps des réseaux qui deviennent trop connus, en fait, où on en a trop parlé, en fait, en les désignant comme étant des réseaux mondialistes, globalistes, etc. Ouais. Et ils ont tendance à être abandonnés par la suite. Yeah. Allons-y, l'épreuve en direct de l'ingérence étrangère. On continue. 29 avril 2019, la task force, donc le petit groupe russe de Nakasone, devient permanente. Ok. Nakasone, toujours lui, a annoncé que la NSA allait créer une direction de la cybersécurité. Donc il a le Cyber Command et en plus dans la NSA, qui a déjà des moyens de surveillance gigantesques, il crée une direction de cybersécurité afin de mieux protéger le pays
contre les cybermenaces des adversaires étrangers. 7 décembre, la NSA se prépare à défendre les élections de 2020 en tirant les leçons de 2018. Donc c'est un article d'un journal qui annonce que la NSA, donc d'où ma position que je mentionnais tout à l'heure, à savoir NSA, Cybercom et Space Force, qui sont la trinité pour aller s'occuper de cette partie-là qui nous intéresse. 20 décembre 2019, la force spatiale est officiellement la 6e branche des forces armées américaines. 30 janvier 2020, l'US Cyber Command et la NSA, donc Nakasone, s'associent pour assurer la sécurité des élections. Donc en gros, ce type-là a pris tout ce qu'il avait sous la main, il avait tout sous la main en fait, tous les moyens de surveillance sous la main, il les a tous prêts, il a dit maintenant on se focalise sur quoi ? Sur les élections. Donc quand même. Et le ministre de la Défense publie le 10 février 2020 un article publié « Le département de défense a un rôle durable dans la défense des élections ». Donc tout ça début 2020, c'est-à-dire quelques mois avant l'élection présidentielle. Donc si jamais la conclusion c'est finalement ils ont volé l'élection de manière mais tellement flagrante, tellement visible, mais en fait malgré tout ça ils ont rien fait, il y a pas d'information, il y a rien. C'est une opinion personnelle et encore ça n'a pas une preuve irréfutable. Moi personnellement, je n'y crois pas. Et donc on finit avec la conclusion toujours de Patel Patriote qui nous dit ceci. En considérant les informations que j'ai énumérées ci-dessus, une image très claire se dessine. On peut facilement voir que les militaires, par le biais du Cyber Command et de la NSA, tous les deux dirigés par Nakasone, étaient bien positionnés et hautement préparés pour faire face à toute interférence étrangère dans notre élection. Il ne fait aucun doute que si la Chine s'est immiscée dans notre élection du 3 novembre, comme de nombreuses personnes, y compris Trump, l'ont laissé entendre, l'armée l'a prise sur le fait. La seule question qui reste est de savoir ce qu'ils ont fait de cette information. Au risque d'énoncer l'évidence, soit ils l'ont ignoré, auquel cas nous sommes fichus, soit ils ont agi en conséquence. Je vous ai déjà montré ici comment la structure de commandement même des COCOM permet de mettre en œuvre une action militaire entièrement en dehors du champ d'action du Congrès. Président, Secretary of State, CCDR, COCOM. Des groupes de réflexion bureaucratique et des médias corrompus. Ce qui indique qu'une action secrète n'est pas seulement possible, elle est hautement probable, surtout pendant une guerre, où notre adversaire étranger a infiltré tous les niveaux de notre gouvernement. Pensez Biden et collusion avec l'Ukraine, collusion avec la Chine et tout ça. Le général Nakasone a dit lui-même qu'une cyberattaque d'un autre gouvernement sur les infrastructures critiques des États-Unis franchirait le seuil de la guerre, et nos systèmes électoraux font partie de la catégorie des infrastructures critiques. Nous sommes à un moment critique de l'histoire de notre pays et sa survie même est en jeu. Le rapport d'audit de l'Arizona doit être publié dans la semaine à venir. Donc, vous voyez, ça date d'il y a quelques temps quand même. Cet article-là dont on parle aujourd'hui. Et une fois que l'audit aura révélé que l'élection a été volée à Trump, qui était le cas, beaucoup de trucs très intéressants qui sont sortis de cet audit, nous serons confrontés à une crise constitutionnelle, une crise qui, selon moi, a déjà été affrontée et vaincue par Trump et les militaires. Alors que le régime de Biden s'effondre sous le poids de son incompétence totale et de la fraude évidente qu'il a mise au pouvoir, Trump reviendra plus fort que jamais. Le monde entier attend son retour, le meilleur est encore à venir.